Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dédié aux infirmières et infirmiers nouvellement installés en libéral. Donc webinaire co-animé avec notre partenaire de l'assurance maladie qui est représenté aujourd'hui par la CPAM du Bas-Rhin. Donc l'objectif cet après-midi, c'est de vous accompagner pour bien comprendre vos obligations, vos droits et les outils à votre disposition dans votre nouvelle activité libérale. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Moi, je suis Laurence Ballot, coordinatrice de projet à l'URSSAF Alsace, et j'aurai le plaisir de co-animer cette session aux côtés de ma collègue Pascale, ainsi que de Laura Chevrier de la Caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin, que je vais laisser se présenter à leur tour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Amoroso, responsable accueil à l'URSSAF Alsace. Bonjour à tous, moi je suis Madame Laura Chevrier et je suis au service installation des professionnels de santé à la CPAM du Bas-Rhin. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, donc quelques petits points pratiques. Donc, cette session est enregistrée et le replay sera disponible d'ici quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Le support de présentation vous sera également envoyé par mail, donc à l'adresse que vous avez utilisée lors de votre inscription. Et n'hésitez pas donc à le partager avec vos consoeurs et confrères que ça pourrait intéresser. Autre point important, vous avez la possibilité d'utiliser l'onglet Conversation, donc en haut de votre écran, pour poser vos questions tout au long du webinaire. Pensez simplement à ne pas y partager d'informations personnelles. Donc, notre experte métier, Cathy, est également présente dans le chat pour répondre à vos questions au fil de l'eau. Donc, j'en profite d'ailleurs pour la remercier par avance pour sa réactivité et la qualité des réponses qu'elle ne manquera pas de vous apporter. Enfin, nous avons également prévu un temps d'échange oral à la fin de la présentation, donc une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions en direct. Et pour le confort de tous, merci de couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas. Alors, voici le programme qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, nous commencerons par poser le cadre en vous présentant vos principaux interlocuteurs en matière de protection sociale avec un petit focus sur l'URSSAF et ses missions. Nous poursuivrons avec un point sur les différents régimes fiscaux applicables aux professionnels de santé. Puis, nous verrons comment est calculée l'assiette de vos cotisations sociales. Une large partie sera ensuite consacrée à vos cotisations sociales en elles-mêmes. Nous parlerons notamment de l'exonération ACRE en début d'activité, du calcul de vos cotisations, mais aussi des modalités de déclaration de revenus et de paiement. Viendra ensuite la présentation de votre protection sociale, ce pour quoi vous cotisez, ce à quoi vous avez droit. Puis nous aborderons les dispositifs d'aide à la création d'activités en libéral. Et enfin, nous terminerons par un zoom sur les démarches à effectuer si vous souhaitez embaucher du personnel au sein de votre cabinet, avant de passer, comme promis, à notre séance de questions-réponses. Alors, avant d'aborder des sujets essentiels comme vos cotisations sociales ou vos droits, on voulait d'abord vous aider à y voir un petit peu plus clair sur qui fait quoi. Donc, en tant que professionnel de santé en exercice libéral, vous dépendez de plusieurs organismes pour la gestion de votre protection sociale et au départ, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc, on vous propose donc un rapide tour d'horizon de vos interlocuteurs en protection sociale pour que vous sachiez plus facilement où vous adresser et à qui poser vos questions. Alors, pour tout ce qui concerne votre santé, sans surprise, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui va assurer votre couverture maladie, mais aussi celle de vos ayants droit. Vous disposez d'un espace personnel et de nombreuses informations utiles directement sur le site amélie.fr. Et vous pouvez également y télécharger différents formulaires très facilement grâce au moteur de recherche. Mais je pense que Laura pourra vous en parler un petit peu plus largement dans quelques minutes. Pour ce qui concerne votre retraite et la prévoyance invalidité, votre interlocuteur, c'est la Carpinco. Et sur leur site carpico.com, vous pouvez consulter votre compte, suivre vos droits et effectuer différentes démarches en ligne. Et enfin, pour tout ce qui concerne le calcul et le paiement de vos cotisations sociales hors retraite, comme l'assurance maladie maternité, les allocations familiales, la CGCRDS ou encore la CURPS, votre interlocuteur, c'est l'URSSAF et votre site de référence sera ursaf.fr.
Mais avant de rentrer dans le concret du calcul et du paiement des cotisations, je vous propose de prendre quelques petits instants pour faire un focus sur l'URSSAF, son rôle, ses missions et surtout comment elle peut vous accompagner au quotidien. Et avant de vous présenter tout ça, commençons par une petite mise en jambe avec une question simple qui va apparaître sur votre écran. Selon vous, que signifie l'acronyme URSSAF? Alors, est-ce que ça veut dire Union de recouvrement des cotisations de santé, solidarité et aide aux familles? Ou alors, deuxième proposition, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale? Ou enfin, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et autres fiscalités. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour voter. Et si jamais le sondage n'apparaissait pas sur votre écran, vous pouvez aussi donner votre réponse dans l'onglet Conversation ou encore lever la main avec l'icône en haut de votre écran si vous souhaitez répondre à l'oral. Alors, on est pour l'instant sur du 100% sur la réponse 2. Dans le fil de discussion également, Oui, Laurence. oui, c'est ce que je vois. Que du 2. Que du 2. Encore quelques secondes. Parfait. Et effectivement, bravo. C'est très rare d'avoir un 100% de réponse juste. La bonne réponse, c'est bien la B. L'URSSAF, c'est l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. Alors, quand on pense à l'URSSAF, on pense souvent aux cotisations qu'elle prélève. J'avais d'ailleurs intégré cette notion dans les 3 propositions du quiz. Mais au fond, est-ce que vous savez vraiment à quoi servent ces cotisations sociales? Et plus largement, est-ce que vous savez à quoi sert l'URSSAF? Alors, comme on vient de le voir, l'URSSAF, c'est d'abord l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'URSSAF ne fait pas que collecter ces cotisations, elle les redistribue. Et elle le fait presque en temps réel, puisque c'est en moins de 5 heures après leur encaissement que les sommes collectées vont être reversées aux organismes qui versent les prestations. Alors, l'assurance maladie, les caisses de retraite, la CAF, ce sont ceux auxquels on pense en premier lieu, mais il y en a bien d'autres. Et au total, ce sont près de 900 organismes bénéficiaires et environ 600 milliards d'euros qui sont redistribués chaque année. Mais ce n'est pas tout. L'URSSAF, c'est aussi un acteur essentiel du modèle social français. Sans les cotisations qu'elle collecte et redistribue donc aux organismes de sécurité sociale, notre système ne pourrait pas fonctionner. Elle joue aussi un rôle d'arbitre et de garant de l'équité entre les différents acteurs économiques, donc salariés, entreprises, indépendants. Tout le monde est concerné et concrètement, ça signifie que l'URSSAF va vérifier et contrôler les déclarations tout en laissant une place au droit à l'erreur avec une idée simple, s'assurer que chacun joue selon les mêmes règles du jeu. Et toujours dans cet objectif d'équité entre tous, l'URSSAF lutte aussi contre la fraude, l'évasion sociale et le travail dissimulé. Et puis enfin, et c'est important, l'URSSAF accompagne. Elle est présente tout au long de la vie de l'entreprise, que vous soyez indépendant et ou employeur. Donc avec des services conçus pour simplifier les démarches, proposer des solutions adaptées à chaque situation et puis informer de manière claire et pédagogique, qu'on va essayer de le faire ensemble aujourd'hui. Alors, pour vous donner une idée très concrète de ce que deviennent l'ensemble des cotisations sociales collectées par l'URSSAF, celles des employeurs et des indépendants confondus, voici une représentation assez simple et visuelle de la répartition de 100 € de cotisation. Alors, 38 € vont financer l'assurance maladie, 28 € vont aller sur la retraite, 9 € sur les allocations familiales, 8 sur le chômage, 6 sur l'autonomie, 3 pour la dette sociale et encore 3 pour les accidents du travail et maladies professionnelles, 2 pour les transports publics et 2 pour la formation professionnelle, et puis 1 € pour le reste, donc y compris les frais de fonctionnement de l'URSSAF qui représentent en moyenne moins de 30 centimes pour 100 € encaissés au niveau national.
Alors, pour rendre tout ça encore un petit peu plus concret, on va prendre l'exemple de Caroline, dont le cabinet a versé 46 800 € de cotisation à l'URSSAF l'an dernier. Donc, une partie de cet argent a été redistribuée pour financer des prestations sociales, comme par exemple ici l'allocation aux adultes handicapés. Alors, petite question pour vous, à votre avis, combien d'années d'allocation ont pu être financées grâce aux cotisations de Caroline? Je vais lancer le petit sondage. Alors, à votre avis, est-ce que c'est 2 ans, 3 ans ou 4 ans? Donc, comme tout à l'heure, hein, vous pouvez répondre soit via le sondage ou alors dans l'onglet Conversation. Là, c'est un petit peu plus partagé dans le sondage. Je ne vois pas encore de réponse dans le fil de discussion. Mais il y a quand même une majorité hein, qui... Ah, voilà. Ouais, c'est encore quand même la majorité sur 4 ans. Alors maintenant, on a une égalité parfaite. Et la tendance s'est renversée, puisque si je ne dis pas de bêtises, on est à 4 réponses sur 2 ans et 3 sur 4 ans. Cette fois-ci, la majorité ne l'emporte pas, hein, puisque c'est bien 4 années d'allocation aux adultes handicapés qui vont pouvoir être financées grâce aux cotisations versées par Caroline. Et pour en terminer avec cette petite mise en perspective des cotisations sociales, voici encore quelques exemples de prestations qui seraient entièrement à notre charge sans les cotisations sociales. Donc, par exemple, le coût moyen d'un accouchement en France, c'est 2 400 €. Une journée en réanimation et en soins intensifs, on est à plus de 3 000 €. Pour l'orthodontie d'un enfant, il faut compter par semestre entre 500 et 700 €. Une IRM, c'est entre 300 et 500. Et la radiologie, en moyenne, 30 €. Voilà. Alors maintenant que nous avons vu à quoi servent vos cotisations sociales et le rôle de l'URSSAF dans notre système de protection sociale, on va s'intéresser maintenant à ce qui se cache derrière le calcul de ces cotisations, parce que pour pouvoir prélever et redistribuer cet argent, il faut bien une base de calcul pour les calculer. Et cette base dépend directement de 2 éléments clés, donc votre régime fiscal et les revenus professionnels que vous allez déclarer. Donc, c'est bien ce qu'on appelle l'assiette de vos cotisations sociales. Et je laisse tout de suite la parole à Pascal pour vous expliquer tout ça. Oui. Donc, le premier régime spécial BNC, qui veut dire bénéfices non commerciaux, est dit micro-BNC, est le premier régime à connaître. Vous pouvez y adhérer si votre chiffre d'affaires, n'excède pas 83 600 € par an. C'est pour une activité qui démarre le 1er janvier et ce jusqu'au 31 décembre. Si votre activité devait démarrer en cours d'année, sachez que cette limite va être proratisée au nombre de jours. On a pris l'exemple sous vos yeux de quelqu'un qui démarre son activité au 1er mars 2026. Entre le 1er mars et le 31 décembre, il y a 306 jours. Donc, pour proratiser cette limite, on va faire 83 600 fois ces 306 jours divisé par 365 jours dans l'année. Et cette personne qui aura commencé au 1er mars aura une limite de chiffre d'affaires de 70 087. Du moment qu'elle ne dépasse pas 2 années de suite ces limites, donc la première année, les 70 087 et la seconde, les 83 600, elle peut rester au régime de du micro-BNC. Et va s'opérer automatiquement un abattement fiscal de 34%. Et on retiendra comme revenu et comme base de calcul pour les cotisations sociales les 66% restants comme base de calcul des cotisations URSSAF. Si, par contre, vous dépassez ces seuils, ou même si vos frais sont très importants, vous allez pouvoir opter pour le régime réel d'imposition.
En fait, c'est à nouveau un choix fiscal, hein. Dans les deux cas, vous êtes en entreprise individuelle et vous pouvez opter pour l'un ou l'autre régime d'imposition, hein, le régime réel d'imposition ou l'impôt sur les sociétés. Donc là, on est dans le régime d'imposition de l'impôt sur le revenu et vous allez faire un bilan où votre comptable va faire ce bilan et déterminer le bénéfice de l'entreprise, hein. Il faut savoir que l'infirmier ou l'infirmière libérale a toujours un statut de travailleurs non salariés. La structure peut, elle, être en CELASU, en CELAS ou en CELAFA et avoir une rémunération à ce moment-là en tant que salarié. Mais pour votre activité proprement dite d'infirmier et d'infirmière libérale, vous êtes toujours considéré comme travailleur indépendant. Donc maintenant, comment se calcule cette base de cotisation? Et ça sera la première année en 2026 que cela va s'opérer et déjà sur le revenu 2025 pour ceux qui ont démarré l'an dernier. À partir du moment où vous allez faire votre déclaration d'impôt en avril-mai, hein, la base de calcul sera de cette manière-là. Donc, il y a le chiffre d'affaires, hein, le montant que vous encaissez, auquel les charges comptables admises fiscalement vont être déduites. Puis, on va opérer un abattement de 26% et ce montant-là, donc le chiffre d'affaires moins les charges, moins l'abattement de 26%, donnera l'assiette sociale et la base de calcul des cotisations URSSAF. On a voulu rendre cela un peu plus concret, donc on a pris l'exemple de Cédric qui est infirmier en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu. Du 1er janvier au 31 décembre, il dégage, son entreprise dégage un chiffre d'affaires global de 110 000 euros. Il a des charges et autres frais annuels pour son entreprise qui s'élèvent à 55 500 euros. Donc, 110 000 moins ces 55 500, moins 26%, on arrive à une base de calcul pour les cotisations sociales et le revenu d'activité de Cédric, dans ce cadre-là, sera de 40 330 euros. Et les cotisations sociales lui seront réclamées sur ces 40 300 euros. Le calcul de l'impôt sur le revenu se fera sur le chiffre d'affaires, hein, donc les recettes, les montants encaissés, à nouveau moins les charges admises fiscalement en déduction, y compris la rémunération du dirigeant si il est en impôt sur les sociétés, et sera déterminé le bénéfice de l'entreprise, hein. Alors, on va passer maintenant à ce qui se passe concrètement lorsque vous lancez votre activité. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre les premiers mois? Comment sont calculées vos premières cotisations? Et surtout, est-ce qu'il existe un coup de pouce pour alléger la charge financière au démarrage? Donc, en tout début d'activité, nous ne connaissons pas le revenu que vous allez faire. Et ces revenus peuvent varier vraiment énormément, hein, selon que vous alliez faire des investissements ou pas, ou que vous reprenez un cabinet déjà existant avec tout un équipement. Donc, une loi a été mise en place et on appelle ça la base forfaitaire début d'activité. Donc, si l'année est complète, on va prendre une base forfaitaire qui, cette année, est de 9 131 euros. Et ça, toujours comme auparavant, si l'année est complète, du 1er janvier au 31 décembre, et elle sera proratisée de la même manière que pour le micro-BNC tout à l'heure, au nombre de jours, si vous ne deviez pas avoir commencé le 1er janvier d'une année. Et on restera sur cette base, même la deuxième année, jusqu'au moment où il y aura la déclaration de revenus qui est faite entre avril et juin. Et une fois ce délai passé, on est en régime de croisière et on a une base de calcul qui est le revenu de la première année, ensuite le revenu de la deuxième année et ainsi de suite. En rythme de croisière, vous allez faire une déclaration lors du deuxième trimestre 2027
et les cotisations définitives 2026 seront calculées et on vous calculera une provision sur 2027 et on vous donnera les premières infos sur 2028. Mais tant que vous ne déclarez pas ce premier revenu l'an prochain, ou pour ceux qui ont démarré en fin d'année, là, dans les mois à venir, on est sur des bases forfaitaires de 9 131 € et ça ne correspond peut-être pas à votre situation. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'estimer le revenu et ce, à tout moment, que ce soit sur le premier mois de l'année civile, que vous la fassiez cette estimation en janvier ou en novembre ou décembre, peu importe, on recalculera. Et vous avez aussi la possibilité même de le faire plusieurs fois parce que votre patientèle a augmenté ou parce qu'elle a diminué ou parce que vous réduisez votre temps d'activité pour X raisons. Donc, sachez que nous, on agit en prenant cette base forfaitaire. Mais si vous pensez avoir un revenu nettement supérieur à cela ou inférieur, n'hésitez pas à faire une estimation de votre revenu par un simple petit message et on adaptera les cotisations sur ce revenu-là parce que vous allez le voir dans les minutes qui suivent, toutes les cotisations représentent un pourcentage de ce revenu. Et donc, si le revenu qui est pris en compte est beaucoup trop bas ou beaucoup trop haut, ça risque à un moment donné de mettre votre entreprise en difficulté financièrement parlant. Donc, il est vraiment important d'être au plus juste par rapport à votre activité. Mais cette base forfaitaire est la même pour tout le monde, qu'on soit menuisier, électricien ou infirmier. Elle est de 9 131 € pour la première année. Vous pouvez aller sur le site ursaf.fr et faire une simulation des cotisations et provisionner plutôt que de faire cette estimation. Vous pouvez aussi bien simuler les cotisations URSSAF que les cotisations retraite qui sont liées à la Carpinco. Mais l'important, si vous ne faites pas d'estimation ou de modulation, comme on peut appeler ça, auprès de nos deux organismes, pensez à épargner pour pouvoir payer la somme quand on vous la réclamera l'année suivante. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'être au plus juste au niveau du revenu pour éviter des catastrophes dans le futur ou même si ce forfait de début d'activité de 9 000 € est vraiment trop élevé pour vous parce que vous touchez l'ARE par exemple ou pour X raisons, n'hésitez pas à diminuer cette base pour ne pas payer une provision sur quelque chose que vous ne gagnez pas et qu'on vous rembourserait l'année prochaine et qui vous mettra en difficulté cette année. Donc, vous pouvez tout à fait simuler la cotisation qui sera la cotisation définitive en fonction de ce que vous pensez gagner. À savoir, Laurence parlait tout à l'heure d'un petit coup de pouce au démarrage. Ce coup de pouce, c'est l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise, ça s'appelle l'ACRE, A-C-R-E. Elle peut vous être attribuée et depuis le 1er janvier de cette année, il faut en faire la demande. Auparavant, elle était attribuée d'office. Là, si vous souhaitez en bénéficier, c'est à vous de venir vers nous et d'en faire la demande. Vous avez sous vos yeux toutes les conditions et elles ne sont pas cumulatives, mais si vous en remplissez l'une d'elles, vous pouvez en bénéficier. Donc, il faut être soit âgé de moins de 26 ans, soit être chômeur indemnisé ou indemnisable, ou être un jeune de moins de 30 ans non indemnisé. Je ne vais pas vous lire toutes les conditions, ou exercer dans des zones prioritaires. Donc, dans ce cadre-là, il vous appartient de faire la demande, cocher la croix correspondante et vous verrez qu'on vous demandera un justificatif. Ça peut être simplement la carte d'identité si vous avez moins de 26 ans ou ça peut être une attestation de France Travail si vous êtes inscrit à France Travail ou une attestation de la ville si vous êtes en zone franche ruralisée, revitalisée. Donc, ça dépend vraiment de chaque motif de demande d'exonération ACRE, à savoir que vous ne pouvez pas en bénéficier de cette aide si vous en avez déjà bénéficié dans les 3 années qui précèdent l'année où vous recréez cette entreprise, ou si vous arrêtez cette activité, que vous la reprenez au cours d'une même année ou même voire l'année suivante.
Et là où j'attire votre attention, vous verrez sur le slide suivant qu'il y a des conditions de revenus l'année suivante pour que cette exonération soit maintenue ou ne le soit pas. Donc, dès lors que votre revenu de l'année en cours, que vous déclarez l'année suivante, est inférieur à 75% du plafond de sécurité sociale, cette exonération est complètement maintenue. Si elle est comprise entre ces 75% et le plafond de sécurité sociale qui est de 48 060, c'est une exonération dégressive. Et si votre revenu définitif de cette année de première et deuxième année d'activité, si elle est à cheval sur 2 ans, parce que c'est bien 12 mois de date à date, vous allez ne plus avoir d'exonération. Donc, si vous pensez avoir un revenu annuel supérieur à 48 060, ne faites pas de demande d'exonération ACRE, parce que si elle vous est accordée là, vous n'allez pas payer les cotisations, mais vous allez vous retrouver à payer un complément de cotisation l'an prochain, puisque l'exonération tombera. Et à savoir que le montant de l'exonération maximale est 25% des cotisations que l'on vous réclame. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai oublié de dire qu'il y a certaines cotisations qui sont exonérées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y en a qui sont partiellement exonérées et d'autres qui le sont totalement. Donc, celles qui restent et qui ne sont pas exonérées du tout, c'est l'assurance maladie, indemnité journalière, l'invalidité, décès et qui sont exonérées, pardon, je dis l'inverse, et la retraite de base. Et les cotisations qui restent à votre charge dans leur intégralité, c'est la CSG-CRDS, la cotisation formation et les cotisations retraite complémentaires qui sont versées à la Carpinco, pardon. Merci Laurence d'être revenue en arrière. Donc, pour parler un peu plus chiffres et qu'on voit les montants, donc sur cette base forfaitaire de début d'activité qui est de 9 131 € en 2026 avec une exonération ACRE, vous voyez qu'il reste 58 € de cotisation indemnité journalière, 120 € de cotisation formation et la CSG-CRDS qui est un impôt. Et ça, c'est les cotisations qui restent dues à l'URSSAF. Donc, vous voyez qu'en gros, à l'URSSAF, ça fait un tout petit peu plus de 1 000 €, 1 050 € qui seront dus pour une première année complète avec une exonération ACRE. Les cotisations du côté Carpinco qui restent avec cette exonération ACRE, c'est 968 en retraite de base, 2091 en régime complémentaire et régime de l'avantage social vieillesse 224 et l'invalidité 1022. Donc, au total, les cotisations URSSAF plus les cotisations Carpinco, ça fait plus de 5 370 € à payer sur l'année, dont la majorité, 4 300 qui sont à payer auprès de la Carpinco. On va voir quand l'exonération tombe. Voilà, effectivement, on va entrer dans le détail des cotisations URSSAF que tu vas nous présenter risque par risque, donc la maladie, maternité, les allocations familiales, CSG-CRDS et la CURPS et la CFP. Et puis, on va aborder également des éléments essentiels pour gérer vos cotisations au quotidien, donc la déclaration de vos revenus, l'existence de cotisations minimales, les modalités de paiement possibles et les services en ligne et dispositifs qui peuvent vous faciliter la vie. Et enfin, on aura un petit mot sur le statut de votre conjoint si celui-ci ou celle-ci participe à votre activité, parce que là aussi, il y a des règles spécifiques à connaître. Donc, la première cotisation dont on va parler, c'est la cotisation maladie. À savoir qu'il y a un distinguo à faire entre vos revenus qui sont conventionnés et ceux qui ne le sont pas. Donc, pour ceux qui sont conventionnés, le taux est progressif selon la tranche de revenus. Jusqu'à un revenu de 9 612 €, le taux de cotisation maladie est de 0. Par contre, si le revenu est compris entre 9 612 € et 144 180 €, c'est un taux progressif qui est de 8,5%. Pour
les revenus qui sont supérieurs à 144 180, le taux est fixe et passe à 6,5%. Ça peut paraître paradoxal entre ce 8,5 si on a 143 000 euros et 6,5 si on est au-delà des 144 000, mais c'est parce que dans la base de calcul dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un plafonnement au niveau des charges qui sont retenues des 26%. Ceci explique ce qui peut paraître un peu déroutant qu'un taux devienne fixe et inférieur dès lors que le revenu est supérieur à 144 180. Pour tous ces revenus conventionnés, il faut savoir que la caisse primaire d'assurance maladie prend en charge une très grande partie, puisqu'on voit que le taux peut aller jusqu'à 8,5 et la caisse maladie peut prendre jusqu'à 8,4%. À savoir que ça vous laisse un reste à charge sur ces revenus conventionnés au niveau de la cotisation maladie, finalement que de 0,10%. Par contre, sur les revenus non conventionnés, il peut y avoir il y aurait une cotisation additionnelle, maladie, et là encore, en fonction de la hauteur du revenu, donc jusqu'à 9 612, le taux additionnel est de 3,25 et il peut être de 3,25 jusqu'à 11,75 entre 9 612 et 144 180 et ça devient un taux définitif à 9,75%. Et là, par contre, il n'y a aucune prise en charge de la part de l'assurance maladie pour ces revenus qui ne sont pas conventionnés. À savoir que vous, en tant qu'infirmier, infirmière, vous êtes rarement avec des revenus qui sont non conventionnés. Mais vous pourriez, ou l'un ou l'autre d'entre vous, avoir un autre revenu d'indépendant. Vous pourriez très bien avoir des revenus locatifs professionnels ou avoir une activité qui ne relève pas de l'assurance maladie et ces règles seront appliquées pour tous ces revenus qui ne sont pas des revenus conventionnés. La cotisation allocation familiale, elle, est aussi progressive. Pour les revenus inférieurs à 52 000, il n'y a pas de cotisation, puisque le taux est de 0%. Entre 52 866 et 67 284, c'est un taux progressif de 0 à 3,10%. Et le taux devient un taux définitif à 3,10 dès lors que le revenu est supérieur à ces 67 284 euros. La cotisation CSG-CRDS, là, c'est encore plus simple. Le taux est un taux fixe, peu importe la hauteur du revenu. Celui-ci est de 9,70. À savoir que sur vos revenus de remplacement, la CSG-CRDS sera tout de suite précomptée. Donc là, ce n'est pas des revenus d'activité, mais des revenus de remplacement, comme le repos maternel, les indemnités journalières en cas d'interruption de votre activité pour maternité, paternité ou indemnité de remplacement maternité. Donc, il y aura directement un précompte de cette CSG-CRDS. Vous avez également une cotisation pour l'Union régionale des professionnels de santé, qui est la CURPS. Le taux est de 0,10% et il est limité à 240 € pour l'année pour 2026. Il y a également une autre cotisation qui est forfaitaire. Cette fois-ci, elle est calculée et elle représente 0,25% du plafond annuel de sécurité sociale, et ce qui fait que son montant est fixe pour 2026 et il est de 120 € pour l'année. Et 163 € si vous avez un conjoint collaborateur. On reparlera du conjoint collaborateur un peu plus tard dans cette présentation, mais ce montant est totalement fixe. Et il sert à
à faire une demande auprès du Fonds interprofessionnel des professionnels libéraux pour vos formations. Donc, nous, on est encore une fois, comme Laurence vous l'a dit tout à l'heure, on est collecteur. On va le reverser au FIFPL qui va prendre en charge une partie de vos formations. Donc, je vous l'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure, mais je vais vous le réexpliquer vraiment au niveau de la déclaration de revenus. Donc, le mois prochain va s'ouvrir la campagne des revenus concernant 2025. Et si vous n'avez démarré qu'en 2026, vous aurez cela l'année prochaine, entre avril et juin 2027. Donc, on se positionne en avril-juin 2027. Vous allez déclarer votre revenu d'activité de 2026 sur impôts.gouv. Les impôts, donc la DGFiP, vont nous transmettre ces éléments par flux informatique à nous et également à la Carpinco. Ça va avoir 3 impacts. Nous appelons ça le 3 en 1. Donc, le premier effet, c'est de calculer définitivement les cotisations définitives 2026. Ça fonctionne un peu comme l'électricité où vous avez payé au courant de l'année 2026 des acomptes. Mais une fois qu'on connaît votre consommation, et là, dans ce cas-là, votre revenu, on calcule définitivement et on fait le delta entre les deux. Donc, si vous avez gagné plus que ce qu'on a pris en compte, on va vous demander un complément. Si vous avez gagné moins, on va vous rembourser pour l'année 2026. Le deuxième effet de ce 3 en 1, c'est que ça va recalculer les cotisations de l'année en cours. Donc, on sera en 2027. Ça va recalculer les cotisations 2027 sur le revenu 2026. Donc là, encore une fois, soit ça va augmenter si votre revenu est plus important ou diminuer si votre revenu est plus faible que ce qui avait été pris en compte initialement. Et à titre d'information, on va vous indiquer les premiers montants jusqu'à la prochaine déclaration de revenus des revenus des cotisations de 2028. Certains éléments, vous le verrez dans les déclarations auprès de la DGFiP, vont être pré-remplis en fonction des éléments communiqués directement par la caisse primaire d'assurance maladie aux impôts. Toutefois, la déclaration pour les remplaçants n'est pas pré-remplie puisque c'est le professionnel de santé qui les a touchés qui vous les rétrocède. Donc là, il n'y a pas de pré-remplissage des cases et les données sont aussi bien transmises, je vous disais, à l'URSSAF qu'à la Carpinco pour que le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions sociales se fasse côté retraite pour la Carpinco, cotisation maladie et CSG, CRDS et allocation familiale du côté URSSAF. Et il faut savoir que même si vous avez un revenu de 0 ou un revenu négatif, vous avez l'obligation de réaliser votre déclaration d'impôt auprès de la DGFiP qui nous sera bien entendu transmise dans les 2 cas de figure, que vous ayez un revenu positif, négatif ou de 0, il nous sera transmis et c'est obligatoire. Et effectivement, pour du micro-BNC, vous déclarez bien l'intégralité du chiffre d'affaires et c'est le fisc et nous qui ferons l'abattement fiscal des 34%. Si vos revenus sont bénéficiaires ou inférieurs à certains seuils, il faut savoir… déficitaire, excusez-moi, on est vendredi, les aléas du direct. Donc, si le revenu est déficitaire ou inférieur à un certain seuil, vous aurez ce qu'on appelle des cotisations minimales. Ces cotisations minimales ont été mises en place par le législateur pour vous garantir des droits retraite. Donc, 3 trimestres en retraite, mais également des indemnités journalières qui représentent environ 26 € d'indemnités journalières par jour pour les 90 premiers jours. Laura vous en parlera plus largement tout à l'heure, mais à savoir qu'effectivement, quoi qu'il en soit, même si vous avez un revenu de 0, les cotisations indemnités journalières, vous le voyez sous vos yeux, sont calculées sur un revenu de 19 224, ce qui représente effectivement les 26 € par jour
puisque ça représente 50% du revenu annuel moyen sur les 3 dernières années. Les autres cotisations, assurance maladie, retraite complémentaire, sont calculées en fonction, elles, du revenu réel, mais celles-ci seront calculées au minimum sur les bases que vous voyez sous vos yeux, 5 409 € pour la retraite et 48 060 pour la formation. Et ceci pour vous garantir des droits. À savoir que vous pouvez demander une réduction ou une dispense des cotisations auprès de la Carpinco si votre incapacité, parce que vous avez un souci de santé, est de plus de 6 mois, ou si vous avez de très faibles revenus, mais dans les deux cas, c'est auprès de la Carpinco qu'il peut y avoir une réduction ou une dispense. Donc, il faut vous adresser à eux et non pas à l'URSSAF. À savoir que si vous ne faites strictement rien, il y aura des cotisations qui vous seront réclamées de façon trimestrielle, le 5 février, 5 mai, 5 août, 5 novembre, tout en sachant qu'on vous laissera 90 jours par rapport au moment où on vous affilie et le moment où vous réclame la première somme. Donc, si vous deviez démarrer en tout début d'année, dites-vous que la première échéance qui vous serait réclamée serait le 5 août, par exemple. À savoir, et on vous le conseille vivement, c'est qu'il est utile d'opter pour le prélèvement automatique et d'opter pour les cotisations mensuelles. Il est toujours plus facile de payer ces cotisations sur 12 mois dans l'année plutôt que sur 4 échéances trimestrielles. Il est plus facile de payer 1 000 € par mois, par exemple, que 3 000 € dans le trimestre d'un seul coup. Donc, pensez à la mensualisation et au prélèvement automatique. Vous pourrez faire ça sur notre site. Et sinon, vous resterez en prélèvement mensuel, à savoir qu'il y a une obligation de payer par voie dématérialisée, donc soit du télépaiement, du virement bancaire ou de la carte bancaire, mais à savoir que les paiements par carte bancaire sont limités à 1 000 € par date d'échéance et par paiement. Donc, comment adhérer au service en ligne? Vous pouvez aller dans votre espace personnel. Donc, d'abord, il faudra le créer, mais vous pourrez l'utiliser pour payer vos cotisations mensuellement ou trimestriellement, adhérer au prélèvement, comme je vous le disais, consulter votre compte, saisir une estimation. Consulter son compte, ça permet d'anticiper, de savoir combien sera la prochaine échéance. Demander une remise des majorations de retard dans le cas où vous auriez payé vos cotisations en retard. Solliciter un délai de paiement. Il ne faut pas, quand vous n'arrivez pas à faire face aux charges qu'on vous demande, il ne faut surtout pas faire l'autruche, mais venir vers nous et nous demander l'étalement de ce que vous nous devez, vous payez ce que vous pouvez de l'échéance et pour le complément que vous n'arrivez pas à payer, nous demander un délai de paiement ou également pour obtenir une attestation ou pour échanger avec nous et nous poser des questions. À savoir que nous vous proposons, justement ce webinaire en fait partie, un accompagnement de 15 mois qui est personnalisé. Vous pouvez demander un rendez-vous individuel, vous pouvez recevoir une newsletter ou être invité comme aujourd'hui à participer à ce genre d'événement en webinaire. Il y a également 2 autres offres qui est l'accompagnement des employeurs qui sont employeurs pour la première fois et qui embauchent pour la première fois. Et il y a le service gratuit du thèse et il y a des réflexes à obtenir si vous deviez avoir des difficultés financières à un moment donné, il faut vraiment contacter votre URSSAF. Je vous ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur le statut du conjoint. Si votre conjoint, il faut que ce soit un conjoint marié, pacsé ou vivant en concubinage, il faut, s'il a une activité régulière dans l'entreprise, qu'il ait un statut. 3 possibilités pour ce conjoint, soit d'être conjoint collaborateur, et donc là, il paye des cotisations
sur une partie de votre revenu. Hein. Il y a 5 possibilités. Avoir avec, encore une fois, la carte PINCO, avoir un statut de salarié en fonction du nombre d'heures qu'il a à faire. Et là, vous pouvez opter, on y reviendra aussi tout à l'heure, pour le thèse ou pour un comptable qui fera cette fiche de salaire. Et si vous avez une forme juridique qui le permet, donc une SARL, une URL, il peut être associé de celle-ci, mais le bénévolat entre conjoints n'existe pas. Il faut que votre conjoint ait un statut. Merci Pascal. Donc alors concernant votre protection sociale, on l'a vu tout à l'heure, selon que vous ayez une question sur votre santé, est-ce que tu peux juste couper ton micro? Merci. Selon que vous ayez une question sur votre santé, votre retraite ou vos cotisations, donc on a vu que vos interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Et donc pour y voir plus clair sur vos droits santé, Laura va maintenant prendre le relais et puis vous présenter les grandes lignes de la protection sociale des infirmiers. Donc juste une petite précision. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, Laura travaille à la Caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin. Donc, elle pourra vous partager des contacts utiles pour ce département, voire pour l'ensemble du Grand Est. Mais même si vous exercez dans une autre région, puisque on a lancé les invitations un petit peu partout dans le sud de la France et un petit peu ailleurs. Donc, même si vous exercez dans une autre région, pas de souci, vos caisses locales ont les mêmes missions et proposent des dispositifs très similaires. Donc, vous pourrez tout à fait retrouver un accompagnement équivalent près de chez vous. Voilà. Laura, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors du coup, moi je suis à la CPAM et je vais vous parler de tout ce qui concernera votre protection sociale. Donc en tant qu'assuré social, lorsque vous débutez une activité libérale, que ce soit des remplacements, une installation. Donc l'installation, ça comprend un statut de titulaire, d'associé, également de collaborateur. Les collaborateurs sont des installés. Donc pour toute activité libérale, votre régime d'affiliation sera le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc, ce que nous, on appelle le régime des PAM. Vous allez souvent entendre parler de ce régime-là. Et il faut savoir que ce régime est un régime qui est général. Donc, la chose où il faut vraiment être vigilant, c'est d'adapter votre contrat de mutuelle par rapport à votre régime d'affiliation. Si votre seule activité professionnelle est cette activité libérale, donc vous serez automatiquement affilié au régime des PAM, donc ce régime général. Donc c'est bien sûr à la suite d'un rendez-vous d'installation qui est avec mon service, donc c'est à la CPM du Bas-Rhin, mais c'est exactement comme a dit ma collaboratrice de l'URSSAF, c'est dans les autres CPAM, c'est le même fonctionnement. Vous avez un rendez-vous d'installation, on monte le dossier ensemble, et après, en fait, c'est un service de la CPAM qui vous affilie à ce régime-là. La petite autre subtilité, c'est que vous pouvez potentiellement avoir une activité mixte. Dans le cas d'une activité mixte, ça signifie que vous avez votre activité libérale, donc votre régime des PAM, et vous pouvez être salarié à l'hôpital ou autre. Le salariat en Alsace-Moselle est souvent en fait associé à un régime local. Tout dépendra aussi de l'employeur. Si c'est de l'intérim, ça peut être un employeur basé en dehors de l'Alsace-Moselle, donc ça peut être du régime général. Mais si c'est un salariat en Alsace-Moselle que vous cotisez pour le régime local, vous avez un double régime, donc le régime des PAM, donc le régime général, et le régime local. Et dans ce cadre-là, en fait, c'est le régime local qui prime, puisque nous, on va en fait vous laisser le régime le plus avantageux pour vous en premier. Donc, il faut vraiment penser à bien faire attention de si vous êtes juste en activité libérale, si vous êtes en activité mixte, de bien adapter votre contrat de mutuelle pour le reste à charge, en fait, qui est plus important au régime général, donc qui est quand même de 30%. Pour tout ce qui va être, donc c'est le remboursement des soins, donc c'est quand vous allez chez votre médecin, ce genre de choses. Il y a aussi un reste à charge de 20% si vous êtes hospitalisé, alors qu'au régime local, c'est 10% à charge pour le médecin et l'hospitalisation, ça sera remboursé intégralement. Donc voilà, c'est juste une petite chose que je souhaitais dire. Donc ce régime-là va également vous apporter une protection. Vous avez vu aussi dans les cotisations URSSAF qu'il y avait la partie assurance maladie. Donc, il y aura une protection pour tout ce qui est maladie. Donc, il y aura des indemnités journalières qui vous seront versées et également un congé de maternité, d'adoption et un congé de paternité. Donc, voilà. Justement, du coup, on va
tout de suite aborder la partie maladie. Donc, ce régime d'épargne, il vous apporte cette protection sociale en cas d'arrêt maladie. Donc, vous aurez le versement d'indemnités journalières. Là où il faut être vigilant, c'est qu'il y a une carence de 1 an. Donc, cette carence, en fait, elle va débuter à votre premier jour en libéral. Si vous êtes remplaçant et que vous commencez à telle date, donc c'est à cette date-là que vous allez être affilié au régime d'épargne, donc c'est à cette date-là que votre carence va débuter. Si vous poursuivez et que vous vous installez à un moment, s'il y a une continuité dans l'activité libérale, c'est une continuité également dans le régime. Donc la carence, en fait, on prendra en compte vraiment le premier jour en libéral, même si vous avez changé de statut et que finalement, vous vous êtes installé par la suite. Donc, il faut vraiment faire attention à cette carence au niveau du versement d'indemnité journalière. Donc, ce que nous, on propose pendant les rendez-vous, quand on vous reçoit en rendez-vous, c'est de souscrire un contrat de prévoyance. Alors, c'est bien sûr facultatif, mais ça vous permet d'être indemnisé pendant justement cette année de carence. Une fois que l'année de carence, elle est finie, vous aurez en fait de la part de l'assurance maladie le versement d'indemnités journalières. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'au niveau d'un arrêt maladie, donc la durée totale d'un arrêt maladie, elle ne peut pas dépasser 90 jours. Donc, c'est équivalent à 3 mois. Si vous dépassez les 90 jours, à ce moment-là, ce n'est plus l'assurance maladie qui va vous indemniser, mais c'est votre caisse de retraite, donc la Carpimco. Je vous inviterai à regarder leur site qui est plutôt bien fait avec plein d'informations, notamment en fait sur ce que vous allez payer pour la Carpimco, ce genre de choses. Et il y aura aussi des informations de ce type. Pour justement, si on dépasse les 90 jours, à ce moment-là, il n'y a plus d'histoire de carence d'1 an. Ça signifie que là, vous aurez dans tous les cas des indemnités journalières si vous dépassez les 90 jours. Donc, si par contre, après un arrêt de travail, vous avez une reprise d'activité de 48 heures, donc là, en fait, ça fait recommencer en fait une période de 90 jours. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a une carence. C'est-à-dire que quand vous pourrez bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, donc ça veut dire que vous avez passé cette année de carence, il y a quand même 3 jours de carence. Donc, ça veut dire que vous serez indemnisé qu'à partir du 4e jour. Donc, si on prend l'exemple d'une semaine d'arrêt maladie, ça signifie quand même que les 3 premiers jours, vous n'aurez pas en fait de revenus de substitution. Vous n'aurez pas d'indemnité journalière. Donc, c'est qu'à partir du 4e jour. Au niveau du montant, donc le calcul, donc c'est un peu particulier, c'est 1/730e de la moyenne des revenus des 3 dernières années. Pour être honnête avec vous, vous n'aurez jamais de maintien de revenus avec les indemnités journalières qui sont versées par l'assurance maladie. De ce qu'on avait vu, ça peut être équivalent à 40 à 50% des revenus qui seraient maintenus. Donc la prévoyance, qui est bien sûr facultative, elle est aussi bénéfique quand vous aurez des indemnités journalières versées par l'assurance maladie. Ça permettra en fait de compléter. Et si votre objectif, c'est d'avoir une sorte de maintien de revenus en cas d'arrêt maladie, voilà, vous pouvez continuer avec le contrat de prévoyance, même si la carence, elle est déjà passée. Ce régime vous apporte également la possibilité d'être en temps partiel thérapeutique. Donc là, c'est autorisé jusqu'à 90 jours. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si ça concerne cette slide, j'y répondrai par la suite. Voilà, on peut continuer. Ensuite, votre régime d'épargne vous apporte également une protection sociale en cas de maternité, paternité ou adoption. Donc, Madame Ballot, vous avez également parlé en fait du site amélie.fr. Je voulais juste vous expliquer que ce site-là, il a énormément d'informations, notamment sur les indemnités journalières pour la maladie, mais également pour la maternité ou la paternité. Vous avez tout qui est expliqué sur la durée du congé maternité, comment déclarer le congé maternité, le congé paternité, également le montant. Et c'est un montant qui va être revu chaque début d'année. Donc, il faut vraiment faire attention à bien vérifier quel montant c'est au moment en fait, où ça vous concerne. Donc, pour la maternité, vous avez un congé de maternité qui est prévu, qui peut aller jusqu'à 16 semaines pour un premier enfant. Donc, tout dépendra du nombre d'enfants que vous avez déjà, du nombre d'enfants si vous avez des jumeaux ou autres. Ça peut en fait ça peut allonger le nombre de semaines incluses dans le congé de maternité.
il faudra prendre au minimum 8 semaines d'arrêt pour pouvoir en fait être indemnisé par l'assurance maladie. Et au niveau des indemnités journalières qui sont versées chaque jour, pendant toute la durée du congé maternité, donc samedi et dimanche inclus, hein, c'est environ 66 €. Donc ça, c'est pour la partie congé maternité. En plus de ça, vous avez une allocation forfaitaire de repos maternel et elle est à 4 005 €. Donc là, je vous donne les chiffres de 2026. Mais si ça vous concerne en 2027, 2028, il faudra vraiment vous renseigner, aller sur le site amélie.fr, trouver la rubrique et voir les montants actuels. Ensuite, on a le congé paternité. Donc là, le congé paternité, il est de 25 jours. Donc, il y a des règles spécifiques à quand prendre en fait le congé paternité. Donc, il y a 7 jours qui sont à prendre immédiatement après la naissance de l'enfant. Donc, c'est le même système que le congé maternité. Vous avez la même indemnisation par jour. Et après, voilà, vous pouvez aussi demander 30 jours supplémentaires si votre enfant est hospitalisé. Il y a plein de règles qui peuvent subvenir. Est-ce qu'il faut que je réponde aux questions maintenant ou on attend la fin? J'entends pas. Pardon, j'avais coupé mon micro. Oui, on attendra la fin Ok, et d'accord. Donc, je on les prendrai. reprendra à l'oral. Ok, voilà, comme ça, c'est affiché devant moi. Je me suis dit, est-ce que je réponds maintenant ou pas? Donc, je répondrai après à vos questions. Et vous avez également le congé d'adoption. Donc, vous avez vraiment sur le site amélie.fr toutes les rubriques qui sont expliquées. Il y a même des mémos qui peuvent être en pièces jointes. Donc, n'hésitez pas à regarder ce site. Donc, voilà, le congé d'adoption, vous avez tout sur amélie.fr. On peut continuer. L'assurance individuelle volontaire accident du travail et maladie professionnelle. Alors ça, c'est une assurance que l'on propose. Pareil, hein, c'est facultatif. Elle est proposée aux remplaçants comme aux installés. Donc ça fera partie en fait des documents qu'on envoie en amont du rendez-vous, que ce soit pour les remplaçants ou les installés. Dans notre CPAM, on propose des rendez-vous pour les remplaçants et les installés. Ce n'est pas le cas de chaque CPAM. Sachez-le, faites attention à ça. Les remplaçants n'ont pas forcément un rendez-vous. Dans tous les cas, au niveau des documents, ça en fera partie. Donc, cette assurance, en fait, elle va être bénéfique s'il vous arrive un accident de travail, un accident de trajet ou si vous développez une maladie professionnelle. Dans votre profession, vous êtes constamment sur la route. Hein. Vous allez très souvent au domicile des patients. Donc, tout ce qui est accident de trajet, c'est quelque chose d'assez assez important pour vous, pour votre profession. Au niveau de ce qu'apporte cette assurance, il faut savoir que vous serez remboursé à 100%. Donc, ça va concerner les frais d'hospitalisation, s'il y a besoin de rééducation, la pharmacie. Donc là, c'est un remboursement à 100%, peu importe la durée. Hein. Si pendant 10 ans, vous avez besoin de rééducation, c'est comme ça, pendant 10 ans, vous aurez un remboursement à 100%. Donc, si vous arrive un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle, vous allez forcément, à ce moment-là, être en arrêt maladie. Donc, pendant cet arrêt maladie, vous avez le versement d'indemnités journalières de la part de l'assurance maladie si la carence est passée et potentiellement de votre prévoyance si vous en avez une en plus. Une fois que ça c'est fini, que vous reprenez votre activité, potentiellement, vous pourriez avoir des séquelles. Et c'est là, en fait, que cette assurance va intervenir. Elle va fixer, en fait, un taux d'incapacité. Donc, c'est un taux qui peut varier. Si le taux est inférieur à 10%, à ce moment-là, en fait, vous aurez un capital. Donc, c'est une somme d'argent, en fait, qui vous sera versée. S'il est supérieur ou égal à 10%, là, c'est une rente. Donc, on parlera de rente qui, elle, est versée mensuellement. La rente qui va être fixée au début, cette rente, en fait, vous la percevrez à vie, même si votre santé s'améliore et que vous reprenez votre activité. Il y a également des frais funéraires qui sont inclus, donc ce n'est pas forcément un sujet qu'on aime aborder, mais voilà, c'est quand même important de le savoir. Et il y a la rente qui pourrait être versée à vos ayants droit, donc à vos enfants si vous en avez. La petite chose aussi importante, c'est que cette assurance ne fera jamais attention à vos antécédents médicaux. On ne va pas vous demander de certificat médical. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les prévoyances peuvent inclure cette assurance-là. Donc, dans le contrat de prévoyance, ils peuvent inclure une protection pour la vie professionnelle, mais il peut y avoir des clauses d'exclusion dans ce contrat en lien avec vos antécédents médicaux. Donc, cette assurance, voilà, au moins vous savez que
elle vous protège de cette façon-là. Elle ne fait pas attention aux antécédents médicaux. Donc, si, je ne sais pas, vous avez eu par exemple un souci de dos et finalement vous développez une maladie professionnelle en lien avec ça, il n'y aura pas de demande de certificat médical ou autre. Au niveau de l'adhésion à cette assurance, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas d'obligation d'adhérer pendant un certain temps. C'est-à-dire que vous remplissez le bulletin d'adhésion, vous nous le transmettez, ce sera effectif en fait le premier jour du mois qui suit, et pour la résiliation, c'est exactement la même chose. Vous retrouvez sur amélie.fr, je vais tout le temps parler de ce site-là, mais vous retrouverez en fait le bulletin d'adhésion, donc pour pouvoir vous renseigner sur comment, et remplir le bulletin d'adhésion, pardon, et vous aurez aussi le mémo qui va en fait expliquer ce que je viens de vous dire avec le remboursement 100%, le taux d'incapacité, les frais funéraires. Et voilà, je pourrais en parler plus longuement si quelqu'un a une question par rapport à ça, parce que le bulletin d'adhésion à cette assurance est particulier. On parlera en termes de salaire, alors qu'en libéral, vous avez des revenus. Donc, c'est quelque chose d'un peu particulier, donc je pourrais l'aborder si jamais il y a des questions. Là, c'est juste pour un peu vous résumer ce qu'on vient de dire. Donc, vous avez votre couverture voilà, avec le régime des PAM. Donc, vous avez le versement d'indemnité journalière pour la maladie, également la maternité, paternité, adoption. Il y a l'assurance AVAT, donc accident de travail, maladie professionnelle, dont je viens de vous parler pour tout ce qui est accident de travail, maladie pro. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est CARPIMCO, donc votre caisse de retraite, donc retraite de base, complémentaire obligatoire, invalidité, décès et retraite complémentaire facultative. Il faut savoir que par rapport à vos cotisations, que ce soit l'URSSAF ou la caisse de retraite, Madame Amoroso vous en a parlé juste avant, nous on participe. Donc pour la partie assurance maladie, on participera. Donc vous ne payerez pas le taux complet, donc vous aurez 0,10% à payer. Et après, pour la caisse de retraite, nous on participera pour la partie Je crois qu'on a un petit souci de réseau avec Laura. Ouais, effectivement, je crois qu'on nous l'avons perdu. Bon, j'espère qu'elle va vite pouvoir nous rejoindre. Donc, je pense que le terme qu'elle voulait dire, c'était invalidité décès. Et du coup, voilà, en attendant, je vais faire la transition vers la deuxième partie de son intervention, puisque elle va évoquer avec nous, dès qu'elle pourra revenir avec nous, un sujet qui peut particulièrement intéresser ceux qui se lancent en libéral, c'est-à-dire les aides dont peuvent bénéficier les infirmiers et infirmières lors de leur installation en libéral. Donc, il y a plusieurs coups de pouce, mais faut-il pouvoir les connaître pour pouvoir en profiter. Alors, non, Laura, nous ne vous entendons pas. Le temps que Laura nous rejoigne, je voulais compléter, je pense que c'est ce qu'elle aurait dit sur le slide précédent, que à partir du 91e jour, si vous êtes toujours en arrêt de travail, c'est votre caisse de retraite, la CARPIMCO, qui prendra le relais, qui vous versera des indemnités journalières. On a le droit d'être en arrêt plus de 90 jours et effectivement, le relais, après ces 90 premiers jours pris en charge par la caisse primaire, et sont repris par la caisse de retraite. Et Laurent, ce que je peux te proposer, si Laura n'arrive pas à se reconnecter tout de suite, c'est qu'on fasse la partie concernant les salariés de l'entreprise, de nos infirmiers, infirmières. Et voilà, vous avez effectivement la possibilité de devenir employeur, que ce soit employé, comme on l'a vu, un conjoint ou quelqu'un qui pourrait vous faire la comptabilité ou le ménage ou embaucher une infirmière salariée dans votre cabinet. Pour cela, il y a des prérequis, c'est de faire une déclaration préalable à l'embauche. On appellera ça une DPAE.
Elle s'effectue au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent l'embauche et au plus tard avant le démarrage de l'activité de ce salarié. Ensuite, ce qui est attendu tous les mois, c'est ce qu'on appelle une déclaration sociale nominative, DSN. Elle s'effectue mensuellement sur Net Entreprise, généralement par vos comptables ou des organismes qui gèrent les payes. Et cette génération de DSN provoquera et la fiche de salaire et le montant dû auprès des URSSAF. Ceci peut être simplifié ou pris en charge parce que vous ne pourrez pas vous-même faire une déclaration sociale nominative puisqu'il faut un logiciel de paye, mais il y a le service du TESE, TESE, qui est un peu comme le CESU pour les particuliers qui sont employeurs et qui embauchent du personnel à domicile. Ce service du TESE est un service complètement gratuit mis à disposition par le réseau des URSSAF. Il vous permet de faire en une seule déclaration la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail et d'éditer par la suite, une fois que cette grosse partie est remplie. Après chaque mois, il n'y a plus que 2 informations à mettre dans votre espace lié aux thèses. C'est le nombre d'heures de votre salarié et le tarif horaire. Et vous aurez à la fin de ce process une fiche de salaire qui pourra être éditée et être remise à votre salarié. La DSN et certaines déclarations annuelles sont également à effectuer par votre service thèse et ça permet d'avoir une attestation fiscale. Donc, si vous souhaitez embaucher quelqu'un, deux possibilités, le thèse ou le comptable qui fera cette fameuse DSN et cette déclaration préalable à l'embauche. Vous avez pour ce service un numéro de téléphone unique, c'est une URSSAF nationale qui gère ça et c'est le 0806 803 673. Laura est revenue. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Le timing. Tout a bugué, il n'y avait plus rien du tout. Je ne voyais plus personne et voilà. Bon. Du coup, on en était où? On était du coup à la partie, il me semble, on était aide à l'installation, ouais. On avait, enfin, vous étiez en train de terminer, voilà, le résumé, voilà. Oui, donc ce que j'expliquais, c'est que nous, on participe à vos cotisations, URSSAF et caisse de retraite, et qu'il est important de bien finaliser le dossier avec la CPAM, voilà, pour justement, en fait, cette participation. Donc, c'était vraiment axé pour les remplaçants qui, des fois, peuvent ne pas forcément finaliser le dossier puisque entre le rendez-vous et la prise du premier remplacement, il peut y avoir un délai qui peut être assez long. Donc, voilà, pensez bien à finaliser vos dossiers auprès de nous. Voilà, c'est bon, on peut continuer. Donc, ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est aide à l'installation. Alors, ce site-là, c'est le portail d'accompagnement des professionnels de santé. Donc, c'est ce qu'on appelle le PAPS. Donc, vous avez le PAPS Grand Est, mais si vous êtes dans une autre région, il y a le PAPS d'autres régions. Ce site-là est un site de l'ARS et il est très, très bien fait. Il y a énormément d'informations donc, pour votre profession. Alors, j'ai des questions en même temps, désolée. J'y répondrai après. Donc, sur ce portail d'accompagnement des professionnels de santé, en fait, vous cochez votre profession, donc vous mettez infirmier, infirmière, et vous pouvez vous informer, en fait, sur les aides à l'installation possibles. C'est là où vous retrouverez également tout ce qui est zonage. Donc, vous avez un accès direct à la cartographie, donc ça peut être une carte du zonage, et vous avez également un tableau Excel qui est très bien fait, et qui du coup en fait, est axé Grand Est, mais si vous prenez notre région, ce sera le tableau Excel qui concerne les autres régions, et ça vous permet de savoir telle commune, dans quelle zone elle se trouve. Vous avez également les démarches expliquées, donc pour les remplacements, l'installation, comment faire, pour les cessations d'activité. Donc c'est un site qui est très complémentaire avec le site amélie.fr, le site de l'URSSAF et le site de la caisse de retraite. Donc je vous invite à le consulter et il est très facile d'accès. Voilà. Rayzone. Alors, Rayzone, nous n'avons pas Rayzone infirmier,
Il y a Rezone CPTS qui existe. Donc, Rezone, en fait, c'est un outil de la CPAM qui permet en fait de cibler une commune et de voir un peu le nombre de professionnels de santé installés dans la commune, quelle profession, l'âge moyen des patients, ceux qui ont peu de revenus, les aides potentielles également, s'il y a des aides avec l'ARS ou s'il y a des aides avec la CPAM. Mais actuellement, il n'y a pas de Rezone infirmier. Mais vous avez Rezone CPTS, voilà, pour vous informer. Sinon, vous avez également Carto Santé qui existe, qui permet en fait également de faire une étude de marché. Il est un peu plus spécifique, il y a énormément de filtres que vous pouvez intégrer. Vous pouvez même voir si dans telle commune, combien de personnes ont une ALD, ce genre de choses. Donc voilà, il y a Rezone, CPTS et il y a également Carte Santé. C'est vraiment pour l'étude de marché. Alors là, c'est la cartographie, justement, hein. Je vous parlais de zonage. Donc, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler du zonage. En fait, c'est une cartographie qui a été réalisée par l'ARS. Donc, c'est national, hein. Là, c'est la carte du Grand Est, mais vous pouvez retrouver la carte entière, hein. Donc, ça concerne la France et les DOM-TOM. Donc, en fait, l'ARS a délimité des zones. Et vous allez aller de la zone très sous-dotée à la zone surdotée. Donc, c'est pour tout ce qui est offre de soins infirmiers. Donc, c'est au niveau en fait des installations. Il faut imaginer que cette carte, en fait, elle a un objectif, hein, et l'objectif est de répartir l'accès aux soins infirmiers. C'est pour ça, en fait, que des contrats d'aide vont être créés pour tout ce qui est zone très sous-dotée et sous-dotée. Ensuite, vous avez les zones intermédiaires et très dotées où il y a une liberté à l'installation. Voilà, c'est un dossier d'installation classique à faire. Et ensuite, vous avez les zones surdotées. Donc, vous voyez que dans le Bas-Rhin, on a quand même beaucoup de zones surdotées. Donc, dans ces zones-là, il faut imaginer qu'on est à 100% en termes d'infirmiers installés. Voilà, donc il y a une restriction à l'installation. Il n'est pas possible de s'installer dans les zones surdotées, mais bien sûr, il y a des motifs qui peuvent tout de même vous permettre de vous y installer. Petite remarque sur le zonage, on attend un nouveau zonage en 2026. Lorsque ce nouveau zonage va sortir, hein, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ce zonage, une fois qu'il est publié, il sera effectif. Donc, pour tout ce qui est installation, il faudra vraiment faire attention. Si votre projet, c'est de vous installer, de bien vérifier si déjà le nouveau zonage est sorti et si la commune d'installation n'est pas placée en zone surdotée. Pour tout ce qui est installation en zone très sous-dotée, et également pour les zones sous-dotées, hein, des aides. Donc, vous avez des contrats possibles. Donc, vous avez le contrat d'aide à la première installation. Donc ça, en fait, c'est justement pour une première installation. Donc, c'est un contrat qui a une durée de 5 ans. Et vous aurez, en fait, en signant ce contrat, une aide forfaitaire qui s'élève à 37 500 €. Alors, elle n'est pas versée d'un coup, hein, c'est versé en 5 fois pour justement ces 5 années. Si finalement vous vous installez dans une zone très sous-dotée, mais vous souhaitez après sortir de cette zone et que c'est avant la fin de ce contrat, il faut savoir que cette aide forfaitaire sera proratisée. Vous avez également la possibilité de bénéficier de 150 € par mois si vous accueillez un stagiaire. Ensuite, vous avez le contrat d'aide à l'installation. Donc ça, ce n'est pas pour une première installation. Donc là, c'est un contrat aussi de 5 ans. C'est vraiment le même système. C'est juste que l'aide forfaitaire sera un peu moins conséquente, hein. C'est de 27 500 € versé en 5 fois, bien sûr proratisé si vous partez avant la fin des 5 ans. Une fois que ces 5 années sont passées, si votre cabinet est toujours placé dans une zone très sous-dotée, à ce moment-là, vous avez la possibilité de signer un contrat d'aide au maintien. Donc là, c'est un contrat qui est de 3 ans et lui, il est renouvelable. Les 2 contrats d'aide à l'installation, eux, ne sont pas renouvelables. C'est vraiment juste 5 ans. Donc, ce contrat d'aide au maintien, vous aurez une aide forfaitaire de 3 000 € par an et également les 150 € par mois si vous accueillez un stagiaire. Tant que la commune d'installation, enfin que votre cabinet est placé en zone très sous-dotée, vous pouvez continuer justement en fait à bénéficier de cette aide. Donc voilà, une fois que les 3 ans sont écoulés, il faudra vérifier si c'est encore en zone très sous-dotée. Et si jamais, pendant les 3 ans, imaginons qu'un nouveau zonage sort, votre cabinet finalement ne se trouve plus en zone très sous-dotée, mais en zone intermédiaire,
ne vous inquiétez pas, le contrat a été signé et l'aide, elle continuera, hein, vous aurez l'aide jusqu'à la fin des 3 ans. Là, c'est l'inverse, du coup, c'est pour tout ce qui est installation aux zones surdotées. Donc, le principe, hein, de la zone surdotée, c'est qu'on a 100% en termes d'effectifs infirmiers. Donc voilà, vous avez tout de même la possibilité de faire une demande pour vous installer. Donc là, c'est une demande de conventionnement en zone surdotée. Donc, il y aura un formulaire qui est à remplir et plusieurs motifs, en fait, sont possibles. Vous avez le remplacement d'un départ, donc c'est ce que nous, on appelle le 1 pour 1. Donc, on a 100%. Finalement, il y a un ou une infirmière qui s'en va de la zone, elle libère sa place. Donc, potentiellement, notre infirmière reprend sa place. Vous avez également les motifs dérogatoires. Donc, ça peut être lié à la vie personnelle ou professionnelle, changement d'adresse du cabinet infirmier. Il y a aussi le motif de la création de postes en tant que collaborateur. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, tout ce qui est motif dérogatoire ou création de poste, c'est très compliqué d'obtenir un avis favorable. Ce qui est le plus favorable, c'est le 1 pour 1. Ça, c'est dans la logique des choses, hein. Vous êtes à 100%, on passe à 99%, on repasse à 100%. Donc ça, c'est voilà, on a très fréquemment des dossiers de ce type. Donc le formulaire sera envoyé par notre service si bien sûr ça concerne le 67. Après, vous prenez le temps de remplir le formulaire. Si c'est le cas d'un 1 pour 1, il y a une attestation de succession, hein, qui est à remplir par le ou l'infirmière qui cède son conventionnement. Petite chose importante, le conventionnement, ce n'est pas quelque chose qui peut être acheté financièrement, hein. C'est vraiment l'infirmier qui décide que son successeur sera tel infirmier. Ce qui arrive souvent, c'est que une infirmière soit remplaçante dans un cabinet, finalement, une des titulaires ou collaboratrices part à la retraite ou change de projet professionnel et décide que c'est cette remplaçante qui va devenir son successeur. Et à ce moment-là, voilà, on remplit le formulaire. Ensuite, le dossier est transmis en commission paritaire. Les commissions paritaires, dans votre profession, elles sont tous les 2 mois. Donc, il faut savoir qu'il faudra au minimum 2 mois de délai et 1 mois de délai pour une installation classique. Donc, il faut compter environ 3 mois de délai pour une installation de ce type. Donc, le dossier est présenté en commission paritaire. La commission statue sur votre dossier. Un avis sera rendu. Cet avis sera ensuite transmis au directeur de la CPAM qui, lui, rendra son avis final. Et après, vous serez bien sûr notifié de l'avis rendu. Donc, ce sera soit un avis favorable ou un refus. Et vous serez informé par courrier. Donc, ça vous sera envoyé. Dans le cas d'un avis favorable, il y aura après un rendez-vous d'installation qui sera proposé par notre service. Vous avez plusieurs types de rémunération. Vous avez la rémunération à l'acte, le bilan de soins infirmiers, donc là c'est une rémunération forfaitaire, également le forfait d'aide à la modernisation. Tout ce qui est rémunération à l'acte, vous avez un certain nombre de lettres clés, les AMI, les AMX et les AIS. Et vous avez également des majorations possibles. Donc la majoration pour tout ce qui est acte unique avec un coefficient inférieur ou égal à 1,5. Vous avez également la majoration pour tout ce qui est coordination. Donc là, c'est si vous prenez en charge un patient qui est en soins palliatifs ou si c'est un pansement lourd et complexe. Vous avez également la majoration pour les enfants de moins de 7 ans. Vous avez les majorations pour tout ce qui est acte de nuit, dimanche ou jour férié. Tout ça, vous le retrouvez sur le site amélie.fr. Quand vous allez dans professionnel de santé, vous avez infirmier et vous avez plein de notions sur la facturation. Donc, vous avez en accès libre tous vos tarifs conventionnels, vos majorations, les indemnités kilométriques également. Et vous avez aussi tout ce que vous pouvez prescrire en accès libre. Donc, tout ça, c'est sur le site amélie.fr. Donc, ça fonctionnera toujours en lettres clés. Vous retrouverez toujours des lettres clés, que ce soit pour les majorations ou pour les actes. OK, pardon. Et après, vous avez également possibilité d'accompagner un patient qui serait en téléconsultation avec son médecin. Donc, c'est aussi c'est des actes en télésanté. Il y a également une rémunération et des lettres clés spécifiques qui seront à rentrer dans votre logiciel de facturation.
Donc ça, c'est la rémunération à l'acte. Donc ce sera toujours le principe de lettre clé associé à un coefficient. Donc, c'est ce qui va composer votre feuille de soins. Donc, vous coterez les actes effectués avec le bon coefficient, les majorations possibles, les indemnités kilométriques s'il y en a, le dépassement pour exigence s'il y a un dépassement et ce genre de choses. Ensuite, on a le bilan de soins infirmier. Donc là, ce n'est pas une rémunération à l'acte, mais c'est une rémunération qui est forfaitaire. Le bilan de soins infirmiers, en fait, a été créé, donc c'est pour les patients dépendants. Donc, le principe est qu'un médecin prescrit une demande de soins. Donc, ça concerne les soins, ce n'est pas des actes médicaux infirmiers, c'est des soins, comme le nursing. Et donc, à ce moment-là, en fait, le médecin prescrit des soins pour ce patient dépendant. Le cabinet infirmier reçoit la demande, crée le bilan de soins infirmier. Donc, il y aura énormément d'informations à remplir, le nom, le poids, l'âge du patient, le degré de dépendance, ce genre de choses. Et ça va en fait donner un forfait. Il y a 3 types de forfaits, le BSA, le BSB et le BSC. Tout dépend en fait du degré de dépendance. Ensuite, une fois que ça a été fait, l'infirmier en question renvoie le BSI au médecin prescripteur qui, lui, a 5 jours pour répondre, pour donner son accord. Et si finalement, pendant ces 5 jours, vous n'avez pas de réponse de sa part, ne vous inquiétez pas, ça vaudra également comme accord. Donc, ça signifie que l'infirmière ou les infirmiers qui vont aller voir les patients qui ont un bilan de soins infirmier pour du soin, à ce moment-là, la cotation ne sera pas à l'acte, mais la cotation sera BSA, BSB ou BSC, donc ce forfait. Ensuite, on a le forfait d'aide à la modernisation, et ça, c'est un forfait qui est annuel. Donc, il faut juste savoir que pendant votre première année d'activité, vous n'aurez pas ce forfait, puisqu'il va être en fait calculé tout au long de l'année. Et en fait, c'est à la fin de l'année que voilà, ils vont voir si donc la CPAM va voir si vous avez bien tous les indicateurs. Vous avez plusieurs indicateurs. Il y a des indicateurs déjà qui vont être déclaratifs, donc c'est vous qui allez devoir déclarer les choses, et d'autres indicateurs qui sont, eux, en fait, calculés automatiquement. Donc, vous avez comme indicateur, à titre d'exemple, le fait d'avoir un logiciel métier. Donc ça, ce sera à déclarer avec une facture, par exemple, une attestation de l'éditeur. Il faut que votre logiciel métier soit mis à jour avec les derniers avenants. Donc ça, c'est quelque chose qui est calculé automatiquement. Il faut que vous ayez une messagerie de santé sécurisée. Ça, il faudra le déclarer. Il faut que vous scanniez les ordonnances avec SCORE. Ça, c'est calculé automatiquement. Et que vous télétransmettiez à hauteur de 2 tiers. Donc là, en fait, si vous obtenez tous ces indicateurs, si tous sont validés, vous aurez votre forfait d'aide à la modernisation l'année suivante. Je crois que c'est en mars ou avril que vous aurez ce forfait. Et il s'élève actuellement à 490 €. Et après, chaque année, vous aurez votre forfait d'aide à la modernisation. Sachant que vous avez la possibilité d'avoir 100 € supplémentaires si vous êtes dans une structure de soins pluriprofessionnels du type maison de santé, équipe de soins primaires et CPTS. Concernant justement cet exercice libéral coordonné, donc vous avez la possibilité, en tant qu'installé, de rejoindre une maison de santé. Donc ça veut dire que vous allez être au sein d'une maison de santé. Donc les maisons de santé, elles sont composées au minimum avec 2 médecins et un auxiliaire médical. Il faut savoir que tout ce qui est zonage, chaque profession a son zonage. Donc la maison de santé, par exemple, peut être dans telle commune qui va être surdotée pour votre profession, mais finalement ne le sera pas pour une autre profession. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc voilà, vous pouvez intégrer une maison de santé. À ce moment-là, il faudra signer un contrat tripartite. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre une équipe de soins primaires et la possibilité de rejoindre une CPTS. Donc la CPTS, elle peut recouvrir plusieurs territoires. C'est territorial, ça peut comprendre même plusieurs départements. Donc là, il y a vraiment en fait un travail autour d'un projet de santé commun. Voilà, donc il y a plusieurs types d'exercices coordonnés. N'hésitez pas à vous renseigner en allant sur le site PAPS Grand Est, le portail d'accompagnement aux professionnels de santé. Et vous avez également l'adresse mail qui a été notée, donc ATS Animation Territoriale. Vous pouvez les contacter pour demande de renseignement, sachant qu'il y aura des aides, des subventions qui existent pour ce type d'installation. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Alors, la notion de SISA, la SISA, c'est une société interprofessionnelle de soins
ambulatoire. Donc, c'est un statut juridique qui est à acquérir, pardon, et qui vous permettra en fait le versement de subventions aux maisons de santé. Donc voilà, c'est vraiment dans le but de percevoir des aides conventionnelles. Donc n'hésitez pas à regarder un peu sur Internet, il y a plein d'onglets qui permettent d'avoir des renseignements dessus. Au niveau des contacts, alors là, je parle de la CPM du Bas-Rhin. Donc, au niveau du téléphone, vous avez le 3608. Le 3608, c'est vraiment accès professionnel de santé. Donc, c'est une plateforme téléphonique. Ensuite, vous avez votre compte Amélie Pro. Donc, il faut savoir que sur votre compte Amélie Pro, vous avez la possibilité de contacter la CPM. Vous avez justement, en fait, vous pourrez contacter via ce compte Amélie Pro le service médical, où vous avez des infirmières conseils qui, elles, sont des expertes en cotation. Donc, pour toute question cotation, vous pouvez passer par cette messagerie. Vous avez également le service Prado que vous pouvez contacter via le compte pro, les délégués d'assurance maladie qu'on appelle les DAM, qui, eux, sont experts de la convention, donc qui pourront répondre à toutes vos questions sur la convention. Vous avez également les adresses mail. Donc, il faut savoir que chaque CPM a son adresse mail. Par exemple, dans le 67, c'est installation67@assurance-maladie.fr. Mais faites attention, hein, ce n'est pas juste en changeant 67 en 68 ou en 57 que ça va être la bonne adresse mail. Vous avez vraiment tout qui est noté sur amélie.fr, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, donc nous, on s'occupera, en fait, notre service s'occupe vraiment des installations, des remplacements, du zonage, mais également des cessations d'activité. Parfait. Je pense que comme du coup, hein, pendant votre déconnexion, Pascal Oui. avait avancé, donc on va pouvoir Oui. directement Merci, arriver. Pascal, d'avoir pris la relève. Ah, mais comme disait Pascal tout à l'heure, c'est les joies du direct. Voilà. Oui. Du coup, on arrive maintenant à la dernière partie de notre présentation, le moment pour vous de prendre la parole, mais juste avant, on vous propose un petit sondage express sur 5 étoiles. Comment est-ce que vous avez trouvé cette présentation? Donc, vous pouvez directement voter dans le sondage qui s'affiche sur votre écran ou dans le fil de discussion. Juste voilà, vous dire que vos retours nous sont vraiment précieux pour nous aider à améliorer nos prochains événements. Et du coup, pendant que vous répondez, on va ouvrir la session questions-réponses. Donc, vous pouvez lever la main pour prendre la parole à l'oral ou bien écrire dans le chat. On va reprendre les questions qui étaient posées à l'oral dans le fil de discussion. Et puis, surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de questions bêtes. Si vous la posez, il y a de grandes chances que d'autres participants se la posent également. Donc, juste, on va reprendre Laura avec la question de Séverine. Donc, il se demandait si elle avait bien compris. En première année d'exercice libéral, remplaçante ou non, il n'y a pas de couverture par la CPAM suite à la carence de 1 an. Et donc, la CPAM ne commence à couvrir qu'après 1 an et 3 jours de carence. Est-ce que c'est bien ça? Laura, votre micro est fermé. Excusez-moi. Donc, c'est bien ça, il y a cette année de carence. Donc là, c'est quand première année d'exercice en libéral, remplaçante ou non, exactement. Donc, cette année de carence, après les 3 jours, en fait, c'est à chaque arrêt maladie. Dès que vous avez un arrêt maladie, il y a une carence de 3 jours et c'est qu'à partir du 4e jour, en fait, que vous êtes indemnisé. Et ce que j'expliquais aussi, c'est que si vous êtes remplaçante, puis après vous vous installez, et s'il n'y a pas d'interruption dans l'activité libérale, il n'y aura pas non plus d'interruption dans la carence de 1 an. Donc voilà, il ne faut pas penser que si à un moment vous vous installez, là vous allez à nouveau avoir une carence de 1 an. Ce n'est pas le cas. J'espère que ça répond à la question de Séverine. Et comment voilà. peut-on vérifier si notre dossier est finalisé ou non? Alors, déjà, la question serait de savoir si vous êtes rattaché à la CPM du Bas-Rhin ou non. Peut-être que vous avez la possibilité de répondre en direct. Parfait, c'est très clair. Moi, ça fait plaisir à lire. Non, Hautes-Alpes, OK. Donc, chaque CPAM a un peu son fonctionnement. Vous pouvez leur écrire tout simplement via leur adresse mail, le service installation. Et en fait, vous pouvez aussi le voir en allant sur votre compte Amélie personnel.
Donc là, c'est vous en tant qu'assuré, puisqu'en fait, si vous faites une attestation des droits sur votre compte Amélie personnel, vous pourrez voir si vous êtes bien affilié au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc ça peut être un moyen de vérifier. Et aussi, l'autre moyen, c'est de bien vérifier si vous avez rempli tous les documents qui vous ont envoyés pour enregistrer votre activité. Mais en tout cas, si vous contactez le service en question, il pourra complètement vous renseigner et voilà, Pardon, je lisais un autre commentaire en même temps. Il pourra vous renseigner et répondre à votre question, il n'y a pas de souci. Donc, soit votre compte personnel Amélie, soit en contactant directement le service. Avec plaisir. Alors, je rebalais, mais il ne me semble pas avoir vu d'autres questions dans le fil de discussion. Elles ont toutes Il y avait des questions reçu sur l'âtre. réponse. Ah. Il y en avait une, mais pour moi, elles ont reçu une réponse de Cathy. Oui, non, oui, Séverine avait eu la gentillesse de me faire partager son courrier d'accueil par la Carpinco. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Ah, voilà, oui. Couverture locale. Bon, là, je pense que c'est pour vous aussi, hein, de Donia. Oui. Est-ce que pour pouvoir bénéficier d'une couverture locale, il faut avoir une activité salariale tous les mois? Alors, votre activité salariale, elle peut être minime, hein. Par contre, si tout ce qui est intérim, tout dépendra aussi, en fait. Si c'est une semaine et que pendant 3 mois, après, vous n'avez plus de régime local, en fait, il faut faire attention à ça. Pareil, si tout ce qui est intérim, beaucoup d'agences d'intérim peuvent être basées à Paris. Et à ce moment-là, en fait, ça va dans tous les cas ne pas être le régime local, puisqu'en fait, tout dépend de où est basée l'entreprise. Donc ça, il faut faire attention. Mais en tout cas, si vous êtes salarié à l'hôpital, même si vous avez que quelques jours, que quelques heures par mois, il n'y a pas de souci, vous serez au régime local et c'est ce régime-là qui sera mis en priorité. Il me semble qu'il faut 150 heures dans le trimestre qui précède d'activité salariée pour continuer à bénéficier du régime local, Laura, non? Alors ça, je n'ai pas l'information. Mais je pense qu'à mon avis, ça doit être juste Voilà, ce que vous dites. parce que pour les artisans commerçants, donc je pense que les professionnels de santé, c'est exactement la même chose. Donc c'est 150 heures d'activité dans le trimestre ou l'équivalent niveau revenu qui permet de bénéficier du régime local. D'accord. Oui, nous, on disait effectivement dans le service que c'était à partir du moment où il y a une activité salariée. Régulière, Mais donc 150 heures, 150 heures ouais, représente je une transmettrai activité régulière. l'information à mon service, comme ça on donnera cette info. Merci beaucoup, Pascal. De rien. Du coup, non, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. On va attendre encore un petit peu. Ah bah non, c'était pas une question, merci. Parfait, donc, bon, si jamais il y a d'autres questions, on y répondra. Voilà, juste, oups, j'ai cliqué un peu trop fort. Juste encore pour vous préciser qu'en tant qu'infirmier, infirmière exerçant en libéral, vous n'êtes pas seul face à vos démarches URSSAF, puisqu'on met à votre disposition un centre national dédié aux professionnels de santé, ou comme le disait Laura dans notre jargon, les PAM. Donc pour professionnels et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc ce centre, c'est votre interlocuteur unique, que ce soit pour la gestion de votre compte, ou une demande spécifique ou simplement un besoin d'information. Donc concrètement, ça signifie que vous allez pouvoir bénéficier d'un conseiller personnalisé, d'un numéro de téléphone dédié, donc le 0806 804 209. Donc, qui est vraiment réservé aux professionnels de santé. Il y a également un chatbot accessible en continu, un live chat également. Et vous avez même une adresse postale spécifique si jamais vous deviez envoyer des documents papier. Voilà. Ce centre dispose également d'antennes régionales et notamment au sein des URSSAF d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Et donc, c'est vraiment l'idée, c'est que on puisse vous simplifier au maximum la vie administrative pour que vous puissiez vous consacrer à l'exercice de votre pratique médicale.
Encore quelques infos sur nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez retrouver nos actualités sur YouTube, sur LinkedIn, TikTok, Instagram ou encore X. Et puis, bien sûr, hein, sur notre site internet ursaf.fr et ses pages régionales. Voilà, on en a maintenant terminé. Donc, un grand merci à vous pour votre attention et votre participation. On espère que cette présentation aura répondu à vos attentes et puis surtout qu'elle vous sera utile au quotidien. Donc, n'oubliez pas que le replay sera disponible d'ici quelques jours sur nos chaînes YouTube, donc des URSAF Alsace, Champagne, Ardennes et Lorraine. Et puis, comme on vous l'a dit, vous recevrez également très prochainement par mail le lien pour télécharger le support de présentation. Je revérifie une dernière fois le chat. Non, il n'y a pas d'autres questions. Celle-là, on a bien répondu. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle après-midi et vous dire à bientôt pour de nouvelles webconférences. Merci à vous.